j'arrive en Indonésie, mai 1998, et blindé dans tous les coins de rue à Jakarta, c'est vraiment pas le bon moment pour monter un projet pour aller sauver les singes. On rend compte qu'il y a plein d'animaux détenus chez les gens. On est face à une déforestation massive, et il y a des gens qui sont en train de se tuer à la machette. Le mec jette mon dossier par terre en me disant retourne à l'université. Avec mon épouse, on avait aménagé un bateau. Les gens nous ont coulé le bateau. La fois où on m'a attaqué physiquement en sortant de la voiture, et mon fils qui est dans la voiture en criant j'ai pris une caméra justement, j'ai fait une vidéo et je commençais toutes mes phrases en disant je suis en colère. Sauf que la vidéo est devenue virale en Indonésie. Ils ont essayé de brûler ma maison le lendemain. J'ai dû envoyer ma famille, mes enfants en sécurité. Après, en Indonésie, si on lutte pour l'environnement et qu'on a que des amis, c'est qu'on fait pas grand chose. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ouais, allô ? Ouais Tom, ça va? Ouais, je peux démarrer l'épisode, là ? Ouais, enfin t'es plus à ça près, t'as mis 1 an pour le sortir. Ta gueule. Ouais, c'était juste pour te dire que le focus il bug sur le tournage. Parce que t'es pas foutu d'être bon en technique. Ouais, je sais. Mais la vidéo reste incroyable, t'inquiète. Ok. Tu peux lancer. On poursuit. On verra où ça mène. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, Après, en termes d'audience, il suffit qu'il y ait une vidéo et t'as tout qui est... c'est ça. Je sais pas pourquoi. Ouais. Nous, on a notre audience sur YouTube, elle est grosse en Indonésie. Ok. Mais ça a été ça, hein, ça a été des années. Et puis un jour, t'as une vidéo qui pète, tu sais pas trop pourquoi. Et d'un seul coup. Parce que toi, au début, ça a pas forcément fonctionné à tes débuts ? Au début, moi, j'ai faisais des vidéos une fois. De toute façon, là, c'est la récurrence qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit pour les algorithmes. Et au début, non. Pendant 2-3 ans, il n'y avait pas grand-chose. Alors après, il y avait le problème de culture et de langue. Mais non, quand je faisais des vidéos en français, ça n'a jamais vraiment décollé. Il y avait quelques milliers de vues, mais c'est déjà très respectable. Ouais. Mais après, peut-être par rapport à tes attentes, un peu moins aussi. Ouais, voilà, par rapport à... Moi, je pensais, par exemple... Mais c'est le contexte de la France et de l'Indonésie qui est complètement différent. Ouais. Dès que j'ai fait quelque chose en indonésien, le truc, il a... Oui, j'ai vu la différence entre la version française et la version indonésienne. C'est abusé. La chaîne française est beaucoup plus récente aussi. Hein. Ok. Mais c'est vrai que c'est un truc d'un seul coup, une vidéo qui est partie en sucette. Il y a une short sur YouTube. Un short. Et, tu vois. Et elle a dépassé les 500 millions de vues. 500 millions de vues, c'était quoi ? C'était le sauvetage d'un nazi qui est dans l'eau et elle dure 40 secondes parce que j'étais sur le bord de la rivière avec mon fils en train de discuter, et puis un nazi qui se fait attaquer par un macaque qui se lance à l'eau. Les nazis nagent très bien, sauf qu'il y avait plein de bateaux qui passent et tout, et puis il revenait pas, j'avais peur qu'il se fasse attraper par les gens avec les bateaux, donc j'y suis allé, j'ai chopé dans l'eau, et la vidéo elle dure 40 secondes, quoi, tu vois. Celle où t'as absolument pas travaillé dessus, absolument pas. Mais voilà. Absolument pas, quoi. 500 millions de vues. Mais d'un autre côté, ça a bousillé la chaîne. Parce que t'as eu plein de gens... hors mon audience. Donc, du coup, sur les autres vidéos, j'ai un taux de déconnexion énorme parce que je parle en indonésien et que ceux qui sont arrivés étaient des personnes autres. C'est exactement ça. En fait, le problème des réels ou même... l'aspect un peu, tu sais, les posts Twitter, les tweets, etc. Ces trucs, ça peut partir très vite parce que t'en as un qui a explosé. Mais c'est pas un auditoire qui est convertible fidèle derrière, tu vois. Voilà. Voire ça nuit à la chaîne. Aussi, parce que du coup, ton taux de conversion ensuite, il est éclaté. Il est éclaté et j'ai un taux de personnes qui se désabonnent à une toute nouvelle vidéo. Parce qu'ils disent pourquoi je me suis abonné à ça, je parle en indonésien, machin, parce que là, sur le short, je parlais pas. Et donc, faut jouer dans... C'est ça un peu le souci, je confirme. Je sais que je suis un grand fidèle des réels, des shorts, etc. Et j'en ai eu quelques-uns aussi qui ont explosé. Je suis jamais allé à 500 millions de vues et je pense pas l'atteindre un jour, mais 500 millions de vues, ça fait partie des 50 vidéos qui ont le mieux marché sur YouTube. Ah ouais. Ça, faut que je la regarde alors après l'interview pour que je vois ça. Mais ouais, c'est fou. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est l'algorithme. Tu contrôles pas, C'est ça le souci. Mais après, c'est le jeu de la loterie. Hein. Ouais, moi, je sais que c'est pour ça que t'as quand même ce truc au fond. Oui, je le fais pour moi, machin. Mais t'as quand même ce truc de putain. Tu sais, quand tu publies sur YouTube, tu dis allez, celle-là, j'espère que elle va faire la diff, tu vois. Et puis, ce qui est drôle, c'est que souvent, tu penses que celle-là, elle va faire la diff, c'est sûr. Puis elle fait un taux merdique. Et tu fais quelque chose de bateau, sans trop. Puis ça explose. Donc tu dis bon, ok, en fait. Et puis, c'est pas forcément le travail en lui-même qui est récompensé, la qualité. C'est ça. Ce qui est un peu dommage, parce que quand tu cherches à être un petit peu, pas perfectionniste, mais tu cherches à faire les choses bien. Tu te dis, les gens, en fait, c'est pas ça qui les attire, en fait. Tu vois, typiquement, ta vidéo, c'est
pas du négatif, mais c'est un sauvetage, c'est un truc urgent, c'est un truc un peu impressionnant. Enfin, ça attrape du la buzz, personne. quoi. Voilà, exactement. Et dès que on va se poser devant un micro, etc., tout de suite, les gens, ils sont moins fans, quoi. Tu vois. Même si le format podcast, je trouve qu'il y en a de plus en plus qui écoutent. Qui regardent. Tu t'écoutes des podcasts, là ? Pas beaucoup. Ah ouais ? Pas beaucoup. Mais je devrais. C'est pas un reproche, là. Non, mais je devrais parce qu'on me demande d'en faire et en fait, je commence à écouter au moment où je dois en faire parce que pour un peu voir ce qui se fait, quoi. Mais moi, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est de pas trop en avaler à la fois. Parce que tu sais, des fois, tu veux en écouter un autre, puis t'as fini l'épisode, t'en écoutes un autre d'un autre, tu vois, d'une autre personne. Ton cerveau, à la fin, il explose. Enfin, je sais que dans le cadre du podcast, moi, j'aime bien apprendre des choses. Bon, j'aime bien aussi écouter la vie des gens, c'est bien aussi, tu mets ça en fond et tout. Mais je sais que parfois, je me faisais 3-4 podcasts dans la journée. C'était. Non, à la fin, c'est trop cette notion de dev perso où tu veux trop, justement. Non, moi, je suis pas. Moi, je vais plus mettre dans la bagnole si jamais. Non, mais voilà. Des choses comme ça. J'aime bien aussi dans la voiture, effectivement, quand tu fais le ménage ou des trucs comme ça, quoi. Aussi, même si je le fais des trucs comme podcast, comme podcast quand tu fais le ménage. Ça dépend. J'aime bien écouter des gens qui racontent leur vie, c'est souvent le mieux. C'est souvent le mieux. Ok. Bon. Eh bien, écoute, je te propose. Bon, en vrai, on a commencé et je pense même que je vais faire différemment de d'habitude parce qu'on m'a reproché justement récemment sur une dernière vidéo que j'avais tendance à justement dire aux gens mettez un 5 étoiles, etc. Alors que les gens n'avaient toujours pas commencé de regarder la vidéo ou avaient écouté l'épisode. Ils avaient dit du coup ça fait un peu le mec qui veut forcer. Bon, il y a une personne qui a dit ça, mais ça m'a fait réfléchir. Du coup quand même bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Mettez votre plus beau 5 étoiles évidemment ou votre meilleur pouce bleu sur YouTube si la vidéo vous plaît. Donc restez jusqu'à la fin du coup, et puis on verra si c'est le cas ou non. Si j'ai des pouces rouges, j'aurai le seum, mais ça devrait pas être le cas. C'est génial comme nom de podcast, En long, en large. Ah ouais, t'aimes bien, j'aime bien. Ça reprend bien du coup le concept de, comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment de filet, quoi. On est assez libre. Tu vois. En fait, moi je suis resté, quand tu m'as envoyé le mail, je suis resté sur le titre, c'est top. Hein. Ah ouais. C'est ça qui a fait. Tu sais que t'es l'une des seules personnes qui me dit ça. J'ai eu un retour. En vrai, j'ai pas eu trop de retours à ce sujet-là. J'en ai eu un. C'est une personne, d'ailleurs, Rudy, si tu passes par là, je pense pas, mais Rudy Koya, qui est un membre du fitness, on va dire, qui est connu dans le monde du fitness, et qui m'a dit oh là, c'est beaucoup trop long. Et je l'ai vu, j'étais à 50 épisodes, donc t'as déjà une confiance moyennement renforcée sur ton podcast, tu vois. Non. Ouais. Bon, écoute, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est cool que tu me dis ça. Bon, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est vrai que je t'ai pas envoyé de script exceptionnellement. Dans ton cas, parce que c'était un petit peu la course ce week-end. Mais chaque début d'épisode, j'ai un concept qui s'appelle le Who I Am. Donc en fait, c'est simple, je me présente à ta place. D'accord. À la première personne. Donc j'ai fait des petites recherches sur toi en amont, j'ai essayé un petit peu de structurer. Évidemment, il y aura des coquilles temporelles, c'est presque certain. C'est sûr que je vais oublier des choses, mais je trouve que c'est un moyen de un petit peu présenter l'invité de manière... D'accord. Voilà, un petit peu originale. Ça marche. J'ai ça sur mon téléphone, donc je vais sortir ça de suite. Et puis, évidemment, alors... Déjà, si tu veux placer un mot avant la présentation, tu peux. Et évidemment, après, tu auras tout ton temps pour rebondir sur ce que je t'aurais dit. Hello, ici Shani. Enchanté de faire la rencontre de tous les auditeurs de Toms en ce jour. Avant de commencer notre discussion immersive au sein de mon aventure indonésienne, ou si je puis dire, ma vie incroyable et non commune, laissez-moi quelques minutes pour vous expliquer brièvement mon parcours. Né et grandi en France, je sillonne la nature dès mon plus jeune âge avec mes yeux ébahis, à la recherche de rencontres avec les animaux sauvages. Mais bien qu'ils me fascinent tous, j'ai une passion pour un animal en particulier. Celui qui se rapproche au plus près de l'espèce humaine. Celui auprès de qui un lien peut s'établir. Le singe. C'est au zoo de Fréjus que je fais ma toute première rencontre avec l'un d'entre eux. Mais très vite, je requiers toute mon attention sur une espèce en particulier. Le gibbon. Et c'est ici que le compteur démarre. 5 ans. 5 ans. C'est le nombre d'années durant lesquelles je vais passer le plus clair de mon temps auprès d'eux. Pour une remise en contexte, j'ai 13 ans, l'âge où encore tous mes partenaires de classe se contentent de jouer au foot durant leur temps libre. Trop nul. Je suis peut-être différent, mais chaque jour, j'ai des réponses à mes questions. Être amené à comprendre le fonctionnement des gibbons
et leur accorder mon énergie pour leur donner le sourire, malgré leur mine dépressive. Pris dans ce tourment de passion et d'amadouement, je décide d'écrire mon premier livre scientifique à leur sujet, à l'âge de 16 ans seulement. Et il ne passe pas inaperçu, au point que je ne prends même pas conscience des retombées qu'il peut avoir aux yeux de mes lecteurs et de ceux qui le repartagent. Je marche en direction de chez moi après une journée au lycée. Soudain, mon téléphone sonne. « Oui, allô, ici Muriel Robin à l'appareil. » Je déglutis, puis me dis « Haha, super blague, canular téléphonique à 2 balles. » Mais bien que je n'y crois pas, je me fais surprendre à nouveau. Muriel Robin, artiste reconnue, a vu un article suite à mes écrits. Touchée par mon histoire, elle met toutes les actions de son côté pour récolter des fonds et ainsi m'aider à réaliser l'un de mes plus grands rêves. Partir dans le lieu de résidence principal des gibbons. L'Indonésie. Là où je laisse tout confort et toute sécurité derrière moi. Et qu'on soit d'accord, je ne suis certainement pas là-bas pour faire du tourisme, mais pour sauver ce qui peut encore l'être. C'est ainsi que je fonde la plus grande organisation mondiale de sauvegarde des gibbons et des forêts tropicales d'Indonésie, Kalawait, tout en m'installant et obtenant la nationalité indonésienne. Plus précisément au cœur de Bornéo et Sumatra, là où la forêt brûle pour du profit, là où des espèces entières s'éteignent inéluctablement dans le silence. C'est ainsi que, depuis plus de 20 ans, je sauve, soigne et relâche gibbons, ours, siamangs, crocodiles, macaques, plus de 400 animaux en soins aujourd'hui. Mais mon combat ne s'arrête pas là. Il repose aussi sur l'achat d'hectares de forêt avant que les bulldozers ne les arrachent de façon irréversible. Parce que oui, je suis un homme de terrain, pas un écolo de salon. Je surveille les forêts à cheval, je filme, je documente, je dénonce. Et même si c'est un périple paraissant impossible pour certains, je ne cesse de gagner d'année en année, sans cette envie de frissonner à chaque instant de difficulté. C'est même plutôt l'inverse. Avec près de 3000 hectares acquéris, préservés, sans, et encore une fois, tous ces exploits envers la préservation animale. Mesdames, Messieurs, ici Chani, enchanté de faire votre connaissance. Hop. Ça t'a plu ? Ouais. Ouais. Bon, alors bon, je pense qu'il Ça y a fait des... penser aux présentations d'Ardisson de l'époque où, Ah ouais ? où en face on pouvait qu'acquiescer et raconter notre vie. T'es passé chez Ardisson ? Ouais, j'étais passé Ah, chez mais j'ai Ardisson. pas vu ça. a été Ok. la même chose. Ok. Et, non, c'était top. Ouais, Bravo, c'est top. bravo. Très Ok. peu de coquilles, très peu de coquilles. Ok, bah alors, Quasiment pas. Je te laisse corriger celles Non, qui mais t'ont, quasiment pas. Non, c'est quasiment vraiment, pas. non, quasiment pas. Ok, C'était ok. super boulot. Bon bah top. C'est cool que ça te plaise. Eh bien écoute, je pense que l'une de mes premières questions, ça serait déjà, j'ai écouté un petit peu sur ton podcast et tu l'as fait comprendre que toi-même tu ne savais pas vraiment pourquoi. Et pourquoi les singes ? Ah ouais, ouais, pour le coup, ouais, c'est vrai que je sais pas vraiment pourquoi. Tu sais pas vraiment ? Non, je sais pas vraiment. Après, ce que c'est une peluche, je sais que quand j'étais gamin, j'avais toujours une peluche de singe avec moi depuis tout petit. Mais c'est ce qui m'a toujours fasciné chez les singes. C'est, alors on va dire la ressemblance avec l'homme, c'est bateau. Mais moi, c'est plutôt l'inverse. C'est ce petit pourcentage-là, qui est pas comme nous, qui me fascinait quand j'étais gamin. Et ouais, mais je sais pas pourquoi. Les gibbons, oui, parce que je les ai rencontrés qui me paraissaient plus tristes que les autres quand j'étais gamin, avec mes yeux d'enfant dans le zoo. Mais non, je sais pas vraiment pourquoi. Il y a un côté fascinant qui m'anime toujours. Hein. Mais c'est justement ce côté mystérieux, ce qui se cache, qu'on a du mal à déceler. Tout le côté ressemblance avec l'humain, ça m'intéresse pas trop, en fait. Ouais. C'est plus ce côté mystérieux qu'il y a derrière et plein de choses qu'il faut essayer de gratter pour essayer de comprendre, quoi. T'es quelqu'un de introverti ? Je l'ai beaucoup été quand j'étais enfant, adolescent. J'étais pas populaire à l'école. Qui plus est, quand tu commences à t'intéresser aux singes et que ça se sait, voilà, c'est pas facile. Ensuite, c'est vrai que c'est avant tout les singes et ce que je faisais qui a fait en sorte que j'ai pris de l'assurance.
Et puis ensuite, je suis arrivé en Asie et en Indonésie, face au combat que je relevais, je devais prendre de l'assurance. Et c'est vrai que ce qui est drôle quand même, c'est bizarre que tu me poses cette question parce que j'ai beaucoup d'assurance en Indonésie. Je suis le boss d'une grande équipe, voilà, enfin il y a plein d'enjeux, je suis obligé de rentrer dedans quand il y a des soucis, etc. J'ai très confiance en moi, mais dès que je rentre en France, dès que l'avion se pose, je me retrouve de nouveau dans les chaussures que j'avais quand j'avais 18 ans, quoi. Et parce qu'il n'y a rien enfin, moi, je suis parti à 18 ans, j'ai quitté la France et cette impression-là, je l'ai quand je rentre en France. Et mon rapport humain est différent, et mon rapport aux autres. Et j'ai beaucoup moins confiance en moi ici que là-bas. C'est bizarre, hein. Et tu penses que si tu aurais eu cette confiance dès ton plus jeune âge, tu aurais justement eu cette passion pour les gibbons, le fait de rester avec eux? Cette passion pour la nature, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que l'histoire a fait que j'avais besoin d'avoir le soutien de ces animaux. En fait, les animaux ne jugent pas. Ils étaient toujours là pour moi. Et donc ça a beaucoup compté, c'est sûr, dans l'histoire. Mais en tout cas, cette passion et le fait de... Alors, je viens d'un petit village provençal, une maison perdue dans la garrigue. Je t'inquiète, je habite au milieu des vaches aussi. Donc voilà, et donc pour moi, c'était aller voir les chevreuils, aller voir les sangliers, être dans la forêt et tout. Et je rêvais que ces sangliers, ces chevreuils soient remplacés par des orang-outans, des gibbons. Mais j'avais ça en moi, quoi, ça c'est certain. Je pense qu'il y aurait eu peut-être une autre forme de combat pour les animaux et la nature, mais ça aurait été dans la même lignée. Il se trouve que les gibbons ont été là pour moi et on était un peu une béquille et donc ça a orienté ma vie vers l'Asie, tout ça, mais ça aurait pas été sans la nature, je pense pas. C'est fou, c'est vrai que c'est pas commun, c'est vrai, hein, et je le dis d'ailleurs dans le Wayam, c'est vrai que quand t'es jeune... En plus, les moqueries sont c'est vraiment traître, l'école, je trouve. La période un petit peu scolaire, t'es jeune, t'es un peu insouciant, tu sais pas trop ce que tu dis, tu sais pas à quel point ça peut blesser la personne d'en face. Toi, on t'a... Alors, le mot est peut-être fort, mais est-ce qu'on t'a harcelé à cause de ça? Alors, pas du harcèlement, je dirais pas jusque-là, mais j'étais invisible. Ouais. J'étais invisible, j'étais différent et invisible. Donc, pas intéressant pour les autres, pas intéressant pour les filles. Donc seul, quoi. Donc et du coup, quand j'étais pas à l'école, je cherchais pas du tout à être avec des copains non plus. J'étais justement, tous les mercredis, j'étais au zoo et samedi, dimanche, j'étais dans les collines, dans la garrigue, à suivre les hardes de sangliers. À partir de maintenant, justement, elles ont les marcassins, tout ça, les laits. Et ensuite, malheureusement, au mois d'octobre, elles se faisaient tuer par les chasseurs. Oui, j'avais vu ça. J'ai entendu. Voilà, donc ce côté engagement, tout ça, je l'avais et j'étais très solitaire. J'ai toujours été très solitaire. J'ai encore beaucoup besoin d'être seul. Et donc, ça fait partie de moi, quoi. Partie de moi. Et comment tu l'as vécu, cette phase Donc, tu as 18 ans quand tu quittes la France. C'est super jeune. Tu pars en Indonésie? Je pars en Thaïlande dans un premier temps. En Thaïlande, parce d'accord. que c'est l'endroit le plus simple pour voir des gibbons à l'état sauvage. Ok. C'est là où on me donne le surnom de Chani, qui veut dire gibbon en thaïlandais, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer mon vrai prénom Aurélien. Le R, ça pose souci. T'as fait comment, Aurélien? Ouais, non, c'était n'importe quoi. Ça allait toujours, hein. Donc Chani, ça me va très bien. Puis j'aime bien l'idée de porter le nom qui nous représente. Ah, c'est super beau de te dire que tu portes le nom. Après, heureusement que j'ai pris le nom de gibbon en thaïlandais parce que c'est Chani, ça passe. En indonésien, c'est Wawa. Et j'aurais plus de mal à assumer le Wawa que le Chani. C'est moins sexy, ouais. Et donc, je passe 3 mois en Thaïlande, donc grâce au soutien de Muriel qui m'a appelé, qui m'a financé. Je me rends compte pendant ces 3 mois en Thaïlande qu'il y a des énormes incendies en Indonésie, où c'est certainement l'endroit où il y a le plus de problèmes. Je rentre en France, je passe par Paris, je rencontre Muriel pour la première fois et au lieu de lui expliquer ce que j'ai fait avec ses sous en Thaïlande, je lui explique que je veux repartir et sans billet de retour. Et donc, 6 mois plus tard, je pars pour celle d'Indonésie. On est en mai 98. Voilà. Donc, t'avais quel âge pour contextualiser? J'avais pas tout à fait 19 ans, quoi. J'avais 18 ans et quelques. Et donc ça veut dire, alors sans billet retour, ça veut dire c'est quand est-ce que tu es retourné en France ensuite, après ce départ? Quand tu es revenu? Alors je suis parti en Thaïlande, tu veux dire entre la Thaïlande et l'Indonésie? Non, enfin quand tu as dit à Muriel je veux partir sans billet retour. Ah c'était juste, j'ai passé 3 mois en Thaïlande, ouais. Je suis revenu en France
Et là, j'ai rencontré Muriel. Et ensuite, t'es parti. Et ensuite, je suis parti 6-8 mois plus tard, quoi. Et t'es resté. Ah, je suis resté. Et t'es pas revenu en France Non, je suis du pas tout. revenu. Ouais. Alors, bon, si ça rentre dans le perso, n'hésite pas à me dire aussi. Non, pas de souci. Mais au niveau de tes proches, tout ça s'est passé comment Alors, c'est à la fois, je vois tous les gens qui veulent monter des projets de conservation ou des projets comme le mien. Si tu as fait des grandes études, c'est génial. Sauf qu'entre-temps, tu as certainement rencontré quelqu'un. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué de partir. Ouais. Et moi, c'était pas mon cas. Après, mes parents... non, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que je pars pas sur un coup de tête. C'est que même si je pars très jeune, depuis l'âge de 12 ans, où j'ai rencontré les gibbons dans les zoos, pour moi, c'était clair que la captivité, c'était qu'une étape. J'étais trop jeune pour partir, donc il fallait passer par cette case-là. Donc mes parents étaient préparés. Et ils savaient qu'ils avaient deux choix. Ou m'aider à partir dans de bonnes conditions, ou me voir quand même partir dans les conditions où donc voilà. Après, maintenant, moi, j'ai grandi. Je suis aussi père de famille et tout ça. Je sais à quel point ça a été dur pour ma mère de m'accompagner à l'aéroport. Et j'en ai conscience maintenant. Mais elle a été extraordinaire. J'ai eu une maman extraordinaire qui m'a emmené justement tous les mercredis matins avant d'aller au boulot, au zoo qui était à 30 bornes. Elle allait me chercher le soir toutes les semaines, alors que voilà, quoi. Enfin, c'était... elle savait pas trop où j'allais. Son fils passait son temps assis devant la cage des singes. C'est un truc de fou quand même quand tu prends du retour. Et non, parce que... Et aujourd'hui, voilà, je me rends compte avec l'âge, tout ça, à quel point ça a été dur de voir son fils partir à l'autre bout du monde. J'arrive en Indonésie, mai 1998, chute du président Suharto. Des blindés dans tous les coins de rue à Jakarta, c'est vraiment pas le bon moment pour monter un projet pour aller sauver les singes. L'ambassade de France me dit en gros, retournez en France, qu'est-ce que tu fous avec tes singes en fait. Et je pars à Bornéo, parce que à Bornéo, on est loin des grandes villes, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Et je passe encore 3 mois justement à arpenter les forêts de Bornéo avec les villageois, à essayer de m'imprégner de la situation, qu'est-ce que je peux faire, parce que j'ai de suite compris que pour être efficace, il faut apporter une solution à quelque chose. Et apporter une solution, c'est bien connaître ce qui se passe. Donc je me rends compte qu'il y a plein d'animaux détenus chez les gens, qu'on est face à une déforestation massive. Et puis voilà, après 3 mois de comme ça prendre la température à Bornéo, les choses se sont calmées dans les grandes villes, à Jakarta. Et je me rends à Jakarta avec mon petit dossier sous le bras au ministère de l'Environnement à Jakarta pour dire voilà, je vais vous proposer un programme de conservation des gibbons. Et ça va prendre 1 an de négociation avant de signer quelque chose. J'ai plus de sous. Parce que Muriel a aidé, j'avais trop de fierté pour demander à l'aide, tout ça. Et j'avais plus de sous, et je rencontre, après 2 mois et demi à Jakarta, d'aller-retour au ministère quasiment tous les jours, dans un contexte difficile indonésien. Je sors d'une réunion où le mec jette mon dossier par terre en me disant « retourne à l'université ». Et donc ça se passe vraiment pas bien. Je sors de cette réunion-là complètement déprimé. Je m'assois sur la rambarde d'un pont près de la route, à côté de la route. Et puis il y a un jeune Indonésien qui a mon âge, qui s'appelle Ipul, qui me voit, qui fait « Ah, ça va pas, toi ?» Moi, je parlais pas encore indonésien, lui pas bien anglais, moi non plus pas bien anglais. Bref, on arrive à se faire comprendre. En gros, il me dit « Viens boire un thé chez moi ». Et je suis resté 1 an dans cette famille des bidonvilles de Jakarta. Incroyable. Et c'est comme ça que j'avais un toit au-dessus de ma tête. Et à pouvoir continuer à aller au ministère, essayer de faire avancer les choses. Et au bout d'1 an, ils en ont eu marre. Ils m'ont signé un bout de papier parce qu'ils voulaient me voir partir, quoi. Et c'est comme ça qu'est né l'assaut officiellement en Indonésie. Histoire de fou. Tu sais, je le dis souvent durant mes monologues, etc. Pour moi, tout est écrit. Après, c'est mon avis personnel. Mais c'est quand même, tu vois, tu sors, c'est comme si on se croyait dans un film, en fait. Alors, en fait, moi, j'ai eu ce déclic aussi. Et c'est Muriel Robin qui a provoqué ce déclic. Quand je décroche mon téléphone, parce qu'il n'y a pas encore de portable à l'époque, c'est pas mon téléphone qui sonne, c'est le téléphone de la maison qui... Et quand je décroche le téléphone et qu'elle me dit, voilà, c'est Muriel, exactement comme tu l'as expliqué, que je m'aperçois que c'est vraiment elle, qu'elle va me donner de l'argent pour partir en Asie, et qu'elle était prête à m'aider, qu'elle serait toujours là. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, elle est toujours là. C'est vrai ? Elle est toujours là.
Je la vois demain, tu vois. C'est vrai? Donc, Ah bah tu lui feras un bon... Alors bon, tu lui feras un bon bonjour de ma part. Mais quand j'ai raccroché le téléphone à l'époque, donc du haut de mes 16 ans, je dis putain, j'ai plus besoin d'avoir peur en l'avenir, quoi. Si ce genre de truc peut t'arriver, moi je suis pas du tout, on n'a pas du tout une famille liée au showbiz ou connectée à ce genre de réseau, pas du tout. Ouais. Et là, elle a provoqué ce déclic en moi. Et donc je fonce. Et j'ai eu cette chance dans ma vie de toujours savoir ce que je veux faire. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Et donc, face à l'adversité, ça n'a jamais été une option d'abandonner. Et c'est pas ce chemin-là, ça sera un autre. On prend parfois des raccourcis, parfois ça prend un peu plus de temps. Et c'est ça, c'est ce qu'il y a. Et Muriel a continué parce que quand j'étais à Jakarta, où ça a mis un an quand même. Donc pendant un an, il y a plein de doutes, il y a plein quand même. Ouais. Et Muriel, c'était quasiment la seule. Elle m'envoyait des fax à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas encore de portable. Hein. Il y a des centres de télécommunications où j'allais récupérer mon fax. Et c'est mon fax de Muriel qui me disait continue, pourquoi tu te poses des questions? Mais c'est certain, tu vas y arriver. Et je n'avais pas le droit de la décevoir, quoi. J'avais pas le droit de la... C'était tellement immense ce qu'elle avait pu faire pour moi que j'avais pas le droit de la décevoir. Donc elle m'a boosté d'une manière bien plus que les sous qu'elle m'a donnés pour partir. Mais elle m'a donné cette force de j'avais pas le droit de la décevoir. Et c'est comme ça que j'ai eu la force de passer toutes ces étapes au début qui étaient délicates, parce que vivre dans les bidonvilles de Jakarta à 18 ans, confronté à tout un tas de choses liées à la délinquance, liées à la réalité de... mais j'avais ça ancré en moi pour pas dévier. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Tu t'es forgé un mental d'acier, en fait, hein, quelque part. Parce que je connais très peu de gens, enfin évidemment je suis en France, donc c'est normal, mais... des gens qui ont 18 ans et qui ont grandi qui ont habité dans un bidonville, dans un contexte où ils savent pas s'ils vont y arriver ou pas. En plus de ça, leur famille est loin. T'as pas de téléphone, comme tu l'as dit, donc t'as pas de moyen d'avoir un petit coup de pouce de ta mère ou tu vois, ce genre de choses. Ah ouais, c'est dur quand même. Hein. Ouais, c'est dur, mais moi je voyais. Moi, c'était dur surtout le fait de pas savoir si mon papier allait être signé ou pas. Quoi. Moi, j'avais ça en tête. Quoi. Et c'est tout. Donc, c'était jamais... c'était un peu de folie aussi. J'étais pas du tout responsable. Il fallait pas l'être. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et, parce que je me suis pas posé 1000 questions non plus. Je savais que j'avais besoin d'un accord du ministère de l'Environnement indonésien pour commencer, dans les règles, quelque chose qui devait être sur la durée. Et j'avais pas le choix. Après le contexte indonésien, j'ai énormément appris. Cette année, avec cette famille très très modeste du sud de Jakarta, j'ai appris l'indonésien. Ils m'ont appris plein de choses, énormément de choses. J'ai compris à ce moment-là plein de ficelles dans la culture. Alors, culture indonésienne, elle n'existe pas vraiment, la culture indonésienne, parce qu'il y a plein d'îles, il y a plein de cultures différentes, etc. Mais en tout cas, c'était le fait d'être immergé dans cette réalité qui n'est pas la mienne, parce que moi, je viens d'une classe moyenne française, donc privilégiée sur la planète, quoi. Donc, être confronté à une autre réalité, c'était aussi me prendre des claques au quotidien. Tu m'étonnes. Et c'est vrai que j'ai grandi. J'ai grandi en Indonésie. Je suis devenu un homme en Indonésie, ça, c'est certain. Je suis parti, j'étais gamin, et très vite, je suis devenu un homme par la force des choses. Ouais, ça te mûrit. Ouais. Et voilà. Et ensuite, un an, je pars sur Bornéo, j'ai mes papiers. J'ai plus du tout d'argent, assez pour faire une cabane de bois, et je fais une photo de cette cabane avec marqué Kalaouet dessus, donc le nom de mon association, Kalaouet qui veut dire gibbon, donc en dayak, par indonésien. Et j'envoie un message positif à tout le monde, à toutes les ONG qui pourraient financer, en disant, pas du tout en disant il n'y a plus d'argent, je ne sais pas comment faire, mais tout l'inverse, super positif. Kalaouet existe, regardez, alors que c'est une pauvre cabane. Et c'est comme ça que j'arrive à récolter les premiers fonds pour commencer l'assaut. En sachant que je ne devrais pas attendre trop longtemps sans avoir de gros soucis, puisque ensuite, il se passe, donc je signe en septembre 99. Un an plus tard... J'étais même pas né, moi, putain. Merci, quoi. Non, alors c'était... c'est juste que... Toi, t'étais pas né, moi, ça me... Non, mais c'est juste, je me dis, bon, ok, t'es arrivé 2 ans après, quoi. 2001. 2001. Et 24 ans. Et 2000, guerre ethnique à Bornéo. Ok. Et donc, moi, je suis pour sauver les gibbons. Et il y a des gens qui sont en train de se tuer à la machette, quoi. Oh. Et il y a 2000 morts dans la province où je me trouve.
Et là, ça a été un autre déclic pour moi parce que je me suis dit, si je reste en Indonésie après ça, je resterai toute ma vie. Ouais. Parce que j'ai vu le pire de l'Indonésie. Donc, conflit ethnique entre les Dayak et les Maduré, qui est une ethnie qui vient de l'île de Madura, qui est près de Java, qui ont migré spontanément sur Bornéo, mais culturellement, ils ne s'entendent pas du tout avec les peuples Dayak originaires de Bornéo. Et bref, ça a pété. Et donc, moi, je suis au milieu de tout ça, et jamais concerné, jamais menacé. Jamais eu de souci. Au pire, on me prenait pour un journaliste à l'époque. Et voilà, quoi. Donc, ça. J'ai vu passer ça, et puis le plus dur, ça n'a pas été le conflit en lui-même, c'était l'après-conflit. D'un seul coup, les Dayaks qui reprennent leur vie normale, il n'y a plus de Madouré et tout, et aller au Disney Shop ou entendre les gens discuter entre eux, dire toi t'en as tué combien et d'entendre ça dans des conversations normales, quoi. Ouais. Alors que moi j'étais là-bas pour sauver des animaux, quoi. Mm. Donc tout ça fait que il y a eu un énorme cheminement aussi dans ma démarche pour sauver l'environnement. Je suis parti pour sauver des animaux et maintenant je sauve des forêts, autant évidemment et avec surtout les populations locales, Oui. pour sauver les gibbons certes, mais pour sauver surtout la qualité de vie des villageois, tout ça. Donc il y a eu tout ce cheminement aussi, ces claques que je me suis prises dans la figure, les concepts qu'on peut avoir en tant qu'occidental sur la préservation de l'environnement, pas du tout adaptés à la réalité du terrain et aux besoins des gens là-bas. Donc j'ai grandi tout simplement. Et j'ai appris en faisant des erreurs, j'ai appris... je te donne un exemple par rapport pour la protection de l'environnement. Sur un site où je travaillais au tout début, qui est un parc national, il y avait des sources d'eau chaude. Okay. Dans ces sources d'eau chaude, il y a des orpailleurs illégaux qui se pointent et qui commencent à tout dézinguer pour chercher de l'or avec des pompes, des machins et tout. Donc moi, avec mes grands chevaux, je me dis non mais c'est inadmissible, comment, machin et tout. Et puis j'y vais avec un de mes gars qui travaille avec moi, Padidi. Ouais. On y va en pirogue. Parce qu'on pouvait y aller qu'en pirogue. Et avant même d'accoster, les orpailleurs arrivent avec leurs machettes, courent vers nous avec les machettes pour nous attaquer. Donc nous, on se jette à la baille, on redescend toute la rivière, on a perdu le bateau, le moteur, on a tout perdu, mais on redescend à la baille, et moi tout penaud, machin. Je dis bon, ça n'a pas été un franc succès. Ouais. Et le village, en aval, les villageois me disent, écoute, Chani, t'en mêle pas, on s'en occupe. Et les gars, les orpailleurs, ils avaient besoin de carburant pour faire fonctionner leurs pompes. Et ils sont descendus dans tous les villages et tous les villageois ont refusé de leur vendre du carburant. Et au bout du compte, ils ne sont plus arrivés à mener leurs activités et ils sont partis. Donc c'est là où tu vois que bon, il me fallait un peu plus de tact, de compréhension de la situation. Il aurait fallu que j'aille voir les villageois d'abord. Ouais. Et tout ça. Donc oui, j'ai appris au fil du temps. C'est fou, tous les conflits. J'étais pas du tout au courant de ça. Tous les conflits qu'il y a eu en Indonésie, en fait. C'est un truc de fou. Après, il y a eu de nouveau ensuite, après 2000 ? Alors, pas sur Bornéo, mais effectivement, dans l'archipel indonésien, il y a beaucoup de conflits. Actuellement, le conflit le plus notoire, c'est en Papouasie. Okay. Les Papous qui réclament leur indépendance, la partie indonésienne de la Papouasie. Il y a toujours eu beaucoup de tensions religieuses, selon les endroits. Et à Bornéo, non, ça a été le dernier conflit ethnique. Mais encore aujourd'hui, c'est très ancré dans les esprits. Hein. Dans les endroits où le peuple madouré est revenu, il y a toujours cette peur que ça repète, quoi. Donc, et toi, t'es OK avec ça ? OK avec ça. Après, tu peux pas y faire grand-chose, mais dans le sens où t'es OK de... Parce que je sais pas si t'as pour projet de finir ta vie là-bas ? Ah oui. Okay. J'ai pris la nationalité indonésienne, j'ai plus la nationalité française puisque l'Indonésie ne reconnaît pas la double nationalité. Okay. Moi, ma vie, elle est là-bas. Ma vie, elle est là-bas. Ma vie est là-bas, quoi. J'ai passé 27 ans en Indonésie, j'en ai passé que 18 en France. Hein. Oui. Et alors, c'est vrai que parfois, l'identité culturelle et tout ça, c'est toujours un questionnement parce que mes racines sont quand même en France, j'ai grandi en France, donc c'est pas toujours évident, tu vois, de se positionner, mais oui, évidemment. Après, l'incertitude, si tu parles des conflits, il y a beaucoup plus de risques dans ce que je fais par rapport à mon discours et mes actions pour l'environnement que de craindre une guerre ethnique.
Les pressions sont beaucoup plus... Enfin, toutes les vraies menaces où je me suis senti menacé, c'était absolument pas par les populations locales. Au contraire, c'est toujours elles qui m'ont toujours sauvé. Alors, c'est Et qui qui, m'ont du coup? toujours... ça va être des gens payés par des industries. Et on a vécu pendant un temps, au début des années vers 2005-2006, avec mon épouse, on avait aménagé un bateau pour pouvoir vivre sur le bateau. Ça nous permettait d'être en ville en suivant le fleuve quand on en avait besoin et d'aller dans la forêt en suivant le fleuve. Des gens nous ont coulé le bateau parce qu'on s'opposait à l'époque à des coupes illégales dans une aire protégée. La fois où on m'a attaqué physiquement en sortant de la voiture, et mon fils qui était dans la voiture, et j'ouvre la portière et un mec qui arrive de derrière qui attrape mon bras et qui m'attaque, enfin qui me frappe physiquement en criant on veut pas de toi ici, il part. C'est des paumés, des gens, des drogués, etc., mais payés par X. On peut rien en tirer de ces gens-là. Et donc voilà, pendant la guerre ethnique, j'ai eu peur, pas du tout du conflit ethnique en lui-même. Alors j'avais l'impression, c'est bête à dire, hein, j'avais l'impression d'être dans un film, quoi. Mais j'avais peur que justement les gens des industries se saisissent de l'opportunité et qu'on dise ah ben Chania a été victime du conflit ethnique, quoi. Ouais. Et donc j'ai eu peur de ça, mais c'est pas arrivé heureusement. Ouais. Mais voilà, après les pressions, les menaces, les dernières de taille, ça a été en 2015 où on a eu des incendies immenses à Bornéo, de la fumée qui on voyait pas à 50 mètres tellement il y avait de la fumée, donc les asthmatiques mouraient tout simplement, humains, hein, les gens. Et on avait un énorme problème de santé publique et tout, et à un moment donné j'ai pris une caméra justement et j'ai fait une vidéo où je m'adressais directement au président indonésien et je commençais toutes mes phrases en disant je suis en colère, en un indonésien parfait et en respectant l'homme hein, et le président hein. Mon vocabulaire est très très sauf que la vidéo est devenue virale en Indonésie parce que les Dayaks sont accaparés de la vidéo. Je parlais en leur nom. Et donc là, ça a été des pressions. Ils ont essayé de brûler ma maison le lendemain. J'ai dû envoyer ma famille, mes enfants en sécurité. Donc, oui. Après, en Indonésie, si on lutte pour l'environnement et qu'on n'a que des amis, c'est qu'on ne fait pas grand-chose. Avoir des ennemis, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on dérange. Ça veut dire qu'on fait avancer les choses. Et puis depuis cette vidéo, on est devenu très populaire en Indonésie. On est suivi par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu une émission de télé hebdomadaire en Indonésie pendant 2 ans sur la première chaîne info. Donc aujourd'hui, la donne a changé parce que ce soutien des Indonésiens à l'échelle nationale, c'est un bouclier, une force. Et donc, c'est plus simple aujourd'hui. Et aussi depuis que je vis dans la forêt, avec ma famille, on est beaucoup plus difficile d'accès en fait. Donc, et j'ai ma petite armée, mes gars qui bossent avec moi et qui sont là et les Dayaks. Et la dernière fois qu'on a eu de gros soucis aussi, c'était en 2020 où le gouvernement de Jakarta nous a envoyé les forces spéciales, la police, parce qu'on m'accusait d'acheter, de vendre de la forêt d'État. Et parce que j'achetais les titres de propriété des villageois. Alors qu'ils gardent l'usufruit des terrains, évidemment, pour faire des forêts communales protégées. D'accord. Pour protéger la forêt, quoi, pour pas que ça soit acheté par les compagnies d'huile de palme. Et ils ont débarqué, et moi je leur ai dit, ok, si mon seul tort, c'est de faire en sorte d'apprécier la notion de propriété des villageois, quoi. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, le titre de propriété n'existe pas. S'ils sont propriétaires, ils ont le droit de vendre et d'acheter, donc. Donc, si c'est ça le cas, si vous estimez que les Dayaks ne sont pas propriétaires de leur terrain, donc ils ne peuvent pas les vendre, ok. Mais je vais leur dire aux Dayaks. Et on va voir comment ils réagissent. Et ils sont allés sonder dans les villages, et les villageois ils sont accaparés de mon association, et les villageois sont très proches de Calauet. Donc, et la police, le gouvernement de Jakarta a reculé. Reculé. Donc, c'est toujours eux qui m'ont sauvé, c'est toujours les gens qui m'ont sauvé. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on peut avoir des ennemis, mais si nos ennemis, c'est les populations traditionnelles, là, vous avez un souci. Vous devez toujours être amis avec les populations locales et traditionnelles du lieu. Et là, vous remportez des victoires avec elles. Tu me dis si je parle trop, hein, parce que tu me lances une question, je parle pas mal chaque fois. Non, mais tu m'as emmené avec toi, là, tu m'as mis une claque parce que je me dis, mais c'est ouf tout ce que tu as vécu, quoi. Et surtout, cette résilience, quoi. C'est un truc de fou. La résilience, en fait, j'ai pas de mérite parce que tu m'enlèves Calauet, tu m'enlèves mon association.
il reste rien, je suis une coquille vide. Tu vois ce que je veux dire? C'est à tel point, moi je travaille pas, j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé de ma vie. Je vis ma passion, mon combat, je veux remporter des victoires, avoir des résultats immédiats pour sauver la forêt, sauver des choses, parce que je sais à quel point ça me remplit d'énergie. Tu sais, aller se coucher le soir et se dire putain, aujourd'hui, j'ai sauvé 50 hectares, quoi. Ouais. Et donc je sais ça, mais si, encore une fois, tu m'enlèves Calaouette, tu m'enlèves ce combat-là, il reste plus rien, quoi. Donc moi, j'ai pas le choix. Je dois continuer, Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si... Si, parce que j'ai un peu la même chose avec mon podcast. Ouais. Dans le sens où, évidemment, que je sais que c'est pas. Bon, c'est évidemment entre mon podcast et Calaouette, c'est le jour et la nuit, on est d'accord, mais je te comprends dans le sens où c'est vrai que si on t'enlève une partie de. En fait, si on t'enlève ça, on enlève une grosse partie de toi. Toi, dans ton cas, du coup, tu as l'air de dire que c'est. On enlève tout. On enlève tout. On enlève tout. Même ma famille, même tout ce que je l'ai fondé avec mon épouse, avec mes enfants. Mes enfants ont grandi, pour eux, ils ont leurs rêves, ils ont leur ambition. Tu vois, mon fils, il est influenceur en Indonésie, il est suivi par 2,1 millions sur YouTube. Enfin, il a ses trucs. Et ouais, il est à fond dedans. Mais, alors, il parle d'environnement, il fait plein de trucs. Mais il est dans ton contexte. Dans mon contexte. Et pour lui, Calaouette fait partie de sa vie. C'est-à-dire qu'il ne conçoit pas de vivre sans Calaouette. Donc c'est parce que moi aussi dans la culture qui est pas très française en France, on est à mettre les gens dans des cases. Nous on a plus une philosophie anglo-saxonne, c'est ça plus ça plus ça. Je suis activiste, mais ça m'empêche pas d'avoir fait de la télé, faire des podcasts. Enfin tu vois ce que je veux dire. C'est ça plus ça plus ça. Donc lui, bien sûr qu'il veille sur Calaouette, il m'aide. Là il fait plein de repérages actuellement et tout, mais il a aussi ses projets et donc même dans ma famille, dans ma propre famille, le cocon que j'ai créé, de toute façon, en Indonésie, on est connu comme la famille Calaouette. Mon nom de famille, c'est devenu le nom de ma fondation. Tu vois, si tu prends d'autres fondations, t'as pas ça. T'as pas Monsieur VVF. Oui. Nous, c'est Prada, c'est mon épouse, Prada Calaouette, Andrew Calaouette pour mon fils, Enzo Calaouette pour mon deuxième fils, et moi, Shani Calaouette. Les gens nous connaissent comme ça. Et enfin, voilà, quoi. Enfin, après, bon... on se connaît pas plus que ça, mais je pense que de ce que tu m'as dit et de ce que j'ai vu, je pense qu'on pourra pas te l'enlever, cette assos, en fait. De ce que tu as fait déjà. Ah, mais en plus, c'est parce que c'est plus qu'une assos. Non, mais c'est une partie de ta vie, en fait. Voilà, c'est ça, c'est plus qu'une assos. Mais même en tant qu'organisation, et je l'ai dit au gouvernement, alors là, les choses se sont bien améliorées, le ministre doit venir à la maison, le ministre des Forêts doit venir dans la maison, la forêt, le 19 juin, là, quand je rentre. Tranquille. Donc, ouais, tu vois. Pas de souci. Mais il y a encore, il y a un an, je sortais d'un conflit de 8 ans avec la ministre des Forêts indonésienne. Et au plus fort du conflit, parce qu'elle nous craignait à cause de notre visibilité en Indonésie, elle nous voyait comme une menace. Et moi, ça m'est arrivé justement de dire ça. Je dis, mais vous pouvez m'enlever légalement l'association, confisquer les animaux, etc. Mais vous tuerez pas Calaouette. Calaouette, c'est bien plus... Calaouette, c'est l'idée d'agir concrètement, d'arrêter les grands blablas pour sauver. Et être extrêmement pragmatique, avoir des résultats. Moi, j'ai Calaouette tatoué dans mon dos, là. Okay. Donc tu vois, c'est ça. Et donc... Pour moi, c'est pas simplement une association parce qu'il y a des statuts, parce que c'est bien plus que ça. Et j'avais dit à la ministre à l'époque, en disant, vous savez, vous pouvez enlever l'association, vous ne tuerez pas Calaouette, c'est bien plus que ça. Et les Indonésiens ont compris ça. Et en fait, alors que c'est quelque chose que j'ai pas construit dans la com, pas du tout, c'est simplement... et c'est pour ça que c'est drôle qu'on soit maintenant connu comme la famille Calaouette. Ouais. Et c'est tout à fait ça, en fait. Bah, un grand respect déjà pour... Alors, non, mais c'est vrai que j'ai pas commencé par ça en début d'épisode, mais c'est vrai que c'est impressionnant en fait, d'un point de vue extérieur, de voir tout ce que tu fais et encore une fois, et ça c'est vrai que bon, je savais pas qu'il t'était arrivé tout ça, mais t'as quand même une bonne mentalité et une bonne résilience, enfin t'as vraiment un mental d'acier, et surtout je me dis, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient continué avec tout ce que t'as eu. Après, toi, encore une fois, tu es attaché à Calaouette, c'est une partie de ta vie, donc pour toi, ça paraît évident qu'il fallait rester accroché, tu vois. Mais crois-moi qu'il y en a beaucoup qui auraient dit, mais c'est la notion d'engagement. C'est la notion d'engagement, je pense, je sais pas. Après, tu vois, moi, mon histoire par rapport à la France aussi, m'imaginer à un moment donné revenir en France, je me voyais pas du tout. Ouais. Que faire, enfin, tu vois, enfin. Je sais pas, ça se pose pas. Alors c'est pas parce que ça veut pas dire que il y a pas de moment où j'ai le moral dans les chaussettes, hein.
Il y a des gros moments de down où ça va pas, mais c'est surtout face à la situation globale de l'Indonésie, de déforestation massive. Aujourd'hui, je vole beaucoup en hydravion, je suis pilote d'hydravion, et on a des hydravions pour protéger nos réserves et tout. Et quand je fais des repérages en hydravion et que je me prends dans la figure cette déforestation, et que je viens en France et qu'on nous parle de manière très conceptuelle de projets, enfin, moi je l'ai dans la figure comme ça, quoi. Donc ça, c'est des fois je me pose. Il faut digérer ce que j'ai vu. Après, je me dis, bon, je sais aussi ce que je peux sauver. J'ai assez de bouteilles en Indonésie pour comprendre le contexte indonésien, la législation locale. Mais un autre truc, tu vois, tu m'entends, tu dois entendre mon cheveu sur la langue de temps en temps. J'ai un cheveu sur la langue. C'est important dans ma démarche. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 7 ans d'orthophoniste quand j'étais gamin. Okay. Et donc ça n'a pas aidé aux gamins à être populaires quand j'étais en France, quand j'étais français. Mais quand j'étais en France, tu vois. Et quand je suis arrivé en Indonésie, j'ai commencé à apprendre l'indonésien. Et même actuellement, quand je parle en français, avant d'en venir à l'indonésien, j'évite certains mots. Parce que je sais que j'ai le cheveu qui revient sur le... Tu l'avais pas entendu ? Moi, je l'entends énormément. Je l'entends pas du tout. Je l'ai pas entendu, en tout cas. Moi, je l'entends énormément. Okay. Et quand j'ai commencé à parler indonésien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun mot en indonésien où j'avais un cheveu sur la langue. C'est comme si j'étais fait pour être là-bas, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je me suis épanoui, tu vois, j'ai appris la langue très, très vite. Et enfin, bref, ça aussi, ça fait partie du truc. L'histoire, j'ai beaucoup plus confiance en moi là-bas. Et voilà, donc, non, abandonner, revenir, tout ça, ça n'a jamais été une option. T'es chaud pour faire une phrase ou deux en indonésien, là ? Je vais rien comprendre, les gens non plus, mais... Boleh, ça veut dire ok. Ya, aku bisa bicara dalam bahasa Indonesia. Kamu tidak akan paham apa-apa, tapi kita... Sampai kapanpun aku bisa ngobrol, nggak ada masalah. alors, si en gros, je te dis oui, je peux te parler en indonésien. Autant que tu veux, il n'y a aucun souci pour moi. Oula, le micro est impressionné. Mais par contre, tu ne vas pas comprendre. Okay. Il est bancal, ton micro. Et il a abandonné. T'as surpris tout le monde, même le micro, là. Pourquoi, je sais pas pourquoi il ne tient plus. Pourquoi il ne tient plus? Je vais le tenir comme ça va aller. Tu vas tenir comme ça jusqu'à la fin. C'est bon. Toi, tu veux que je regarde? Non, vite fait. Vite fait. Attends. Bon, les amis, c'est les avec ça. Bon, voilà. Désolé. Les amis. Mais c'est impressionnant. J'écoute beaucoup un podcasteur qui parfois parlait un peu anglais. Et en fait, il disait que son père, à l'époque, quand il l'entendait parler anglais parce qu'il était américain, il avait tenté des castings à Los Angeles, etc. T'as l'impression que c'est une autre personne. Et là, j'ai l'impression d'avoir une autre personne devant moi quand tu parles l'indonésien. C'est fou. Mais c'est très joli comme langue, en tout cas, je trouve. Ouais. C'est très joli. Ouais. Et puis, c'est facile à apprendre en plus. Donc, ah ouais, c'est pourtant, quand on entend... alors, les consonances, les sons sont complètement différents. Donc, il faut s'habituer à ça. Ouais. Mais il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de conjugaison. C'est vrai. Le pluriel, ici, il y a une maison, tu veux dire qu'il y en a plusieurs, mais tu répètes le mot maison 2 fois. D'accord. Là, tout est comme ça. Il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. Ok. Donc, ça prend assez vite. Après, il y a plusieurs... comme en français d'ailleurs, il y a un langage soutenu, un langage... l'une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé à Bornéo, c'est de créer une radio. Pendant 19 ans, on a créé une radio pour justement faire en sorte d'avoir les jeunes qui nous suivent. Pendant 19 ans, on est devenu la première radio la plus populaire dans la province centrale de Bornéo. Alors, est-ce que c'est un rapport avec RZN ou ça n'a rien à voir ? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. RZN, c'est sur la France. Okay. Et ça s'appelait Radio Calawet. Et c'est drôle parce qu'au début, c'est un peu comme s'il y avait une radio qui s'appelait Radio Macaque ici. Tout le monde rigolerait. Et ça donnait la même impression au début aux Indonésiens. Ouais. Mais très vite, en quelques semaines, on est arrivé à retourner la tendance. C'était une vraie radio, pas du tout communautaire. C'était une radio destinée à beaucoup de divertissement, tout ça. Mais quelle que soit l'émission, l'heure de diffusion, il y avait 5 messages sur l'environnement. Et surtout pour faire en sorte que les gens nous appellent, ils étaient témoins d'animaux en danger, et tout ça. Bref, tout ça pour dire que j'animais des émissions la nuit. J'ai fait la nuit, j'ai fait de 11h à 1h du matin pendant 4 ans. Oh. Et après ta journée de taf. Ah ouais, après la journée. On vivait pas encore dans la forêt justement à l'époque. Okay. Et au début de la radio. Et là, ça m'a aussi... Il y a eu cette relation de proximité, parce que c'est une émission de libre antenne. Et les gens se confiaient. Et donc il y a un décalage culturel. Et c'était trop drôle et trop touchant justement d'écouter les Indonésiens. Et ça m'a permis justement de développer un indonésien extrêmement proche.
tu vois. Et c'est quelque chose qui me manque. La radio n'existe plus parce que ça a été vaincu par les réseaux sociaux, tout ça. Ouais. La FM, malheureusement, voilà, pour les radios locales. Mais pour moi, ça a été extrêmement important dans ma démarche en Indonésie parce qu'il y a eu cette relation de proximité. Et encore aujourd'hui, à Bornéo, je crois, j'ai des gens qui me disent « Oh putain, tu sais, quand j'étais ado, je t'écoutais. » C'est vrai, et tout. trop bien. Parce que nous, enfin, moi, j'avais créé une radio et j'ai pris Skyrock et Fun Radio comme modèle. Et Ok. on les a tout tourné à l'indonésien, version indonésienne. Et donc, on a fait les premières émissions dans l'histoire des radios à Bornéo, de canulars, on est très loin des gibbons, Ah ouais. mais pour fédérer, Oui. pour que les gamins qui n'est pas du tout sensibles à l'environnement Ouais. écoutent la radio et va choper au milieu de l'émission. C'est tout à fait la démarche. Ouais, c'est un peu des lead magnets, tu attires les gens pour. C'est ça, si tu fais un docu sur France 5 Oui. sur la faune, tu toucheras que des gens déjà sensibilisés. Ouais. Mais si tu mets qu'une minute au milieu d'un truc sur TF1 qui fait 5 Ouais. millions, Ouais. là, t'es efficace. Quoi. Mhm. C'était complètement l'idée de la radio. Donc, parce que j'ai toujours compris dès le départ qu'il fallait jouer sur les médias, sinon j'allais être tout seul à me battre. C'est David contre Goliath. Mhm. Et c'est pour ça que les Indonésiens m'ont toujours sauvé. Parce qu'ils étaient en masse, parce qu'on a joué sur le côté médiatique. Et alors, je sais pas pourquoi je suis parti sur l'idée de la radio, mais voilà, je te parle. J'avoue que moi non plus, je sais plus, mais, pars sur des trucs, mais c'est excuse-moi. très bien, t'inquiète. Excuse-moi. Mais comment toi tu l'as vécu cet aspect de notoriété? En Indonésie, Ouais. alors c'est une grande fierté en fait, parce que ça me fait chier que les gens me voient simplement comme le blanc de service. Parce qu'il y a très peu d'étrangers à Bornéo. Donc ça, c'est encore aujourd'hui. J'ai dû faire un deuil à un moment donné. Je voulais vraiment devenir indonésien. Être vu comme un indonésien, je ne le serai jamais. Mm. Parce que je suis français et que les gens ne sont pas du tout habitués à un mix. C'est pas du tout Paris, quoi. C'est pas du tout cosmopolite comme ça. Et par contre, dès qu'ils ont commencé à me reconnaître, c'est Chani. Là, pour moi, c'est appréciable, quoi. Mm. C'est appréciable et après, cette notoriété, elle est venue du combat que je mène. Donc, c'est pas une notoriété légère. Mm. Donc, il faut... mais ça me touche beaucoup d'être à Bornéo des fois et puis quelqu'un m'arrête, un Dayak m'arrête et il me fait « Merci. Merci pour ce que tu fais pour la forêt. » Et ça, il n'y a pas de prix, quoi. Ouais. Ça, y a pas de prix. Cette forme de notoriété-là, il n'y a pas de prix du tout. Donc aujourd'hui, on s'en sert. Aujourd'hui, on s'en sert. Petite anecdote, donc le ministre doit venir à la fin du mois à la maison pour signer en grande pompe les nouveaux accords avec Calaouet, tout ça, officialiser nos réserves. Et, il m'a contacté sur TikTok. Mais quoi? Il m'a contacté en DM sur TikTok. Et en plus, beaucoup de gens n'ouvrent pas les DM parce que c'est des Mais demandes et des fois tu les ouvres jamais, Ouais. ces demandes, tu Voilà. sais. Et ben ouais, c'était Sur TikTok, le monsieur le ministre qui. Incroyable, genre même pas un mail ou quoi, Non. TikTok. Non, ça reflète bien. L'Indonésie, c'est le pays le plus connecté de l'Asie Sud-Est, par sa D'accord. population et tout. Donc, Ok. donc voilà, enfin bref, c'est drôle et c'est cette notoriété qui a fait que. Mais c'est aussi cette note. Alors lui, il a eu ce positionnement de dire ok, je vais travailler avec Calaouet. Bon, c'est un politique, hein. Aussi au niveau image, aussi il y a tout ça qui rentre en compte. Mais c'est mieux que ce qui s'était passé sous l'ancienne présidence avec la ministre à l'époque qui avait peur de nous et qui essayait de nous mettre des bâtons dans les roues en permanence. Donc on dort moins bien quand on se dit que le ministre essaie de nous faire des problèmes. Donc Je comprends, ouais. là, on se sent plus à l'aise quand même. Il a fallu du temps, du coup. Énormément. En fait, c'est quand t'es arrivé en 99, c'est limite si jusqu'en 2025, tu t'es battu, en fait, quelque part. On continue de se battre encore. Hein. C'est fou, ça. On continue de se battre parce qu'aujourd'hui, ça va être plus facile localement de remporter quelques victoires. Mais les forêts protégées par Calaouet aujourd'hui, c'est que 3000 hectares. C'est que dalle. C'est quand même énorme. C'est énorme à l'échelle du paysage. C'est ce qui me motive parce que je sais que j'ai mis 10 ans quand j'ai commencé à faire du foncier pour faire des forêts communales protégées. De 2012 à 2022, on a protégé 1500 hectares. 2022 à 2025, en 3 ans, on a doublé la zone. Ok. Donc j'espère que la dynamique va continuer. Ouais. Mais ouais, enfin, faut pas cesser de se battre. On est face à une déforestation telle, à tout point de vue, qu'il faut essayer de sauver tout ce qu'on peut. Mm. Moi, en tout cas, je peux pas vivre sans ce côté extrêmement concret.
Alors, il y a beaucoup même d'ONG qui font des effets d'annonce, qui se lancent dans la protection de grands chiffres, mais c'est du flanc, quoi. Ouais. Nous, chaque hectare protégé, on a la légitimité, s'il y a un seul arbre qui est coupé, d'intervenir, tu vois ce que je veux dire? On a les patrouilles au sol, patrouilles aériennes, enfin, c'est concret, quoi. T'as quand même pris un sacré niveau dans le milieu de ton assos, enfin, dans le milieu de ta vie, celui de Callaway. Parce que t'as quand même des gens, du coup, avec toi aujourd'hui. T'as combien de personnes dans ton équipe? Actuellement, de salariés à plein temps, il y a 62 personnes. Ouais, ah, c'est énorme! Ah, moi, je pensais que t'allais me sortir un... Ouais, on est une petite équipe de 10 personnes. Ah ouais, non, vous êtes vraiment beaucoup, en fait. Ouais, bah entre les gardes, les vétos, ceux qui s'occupent des animaux dans les centres de soins. Et tu te rends compte de tout ce que t'as fondé? C'est fou. Ouais, je sais. Je pense que vu que t'es dedans tous les jours, tu t'en rends pas... Non, ouais. Mais là, d'un point de vue extérieur, bon, je pense qu'on te l'a déjà dit, mais c'est fou ce que tu fais. Non, mais vraiment. Je sais. Mais le moteur de tout ça, tu sais, c'est la frustration. La frustration d'être une minuscule petite goutte au milieu d'un désastre écologique immense. Et de se dire, là, par exemple, ce mois-ci, on va sécuriser une 50aine d'hectares. C'est génial, ça avance. Mais c'est que dalle par rapport à ce qui se passe, quoi. Et c'est cette sensation d'être seul, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'autres organisations. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Mais tout le monde parle d'environnement aujourd'hui, mais ce côté engagement réel... Bah d'ailleurs, je peux le dire sur ton podcast, mais c'est un truc qui m'énerve quand je viens en France, avec une multitude de lanceurs d'alerte là, entre les Hugo Clément, les Camille Etienne, les Cyril Dion. C'est génial ce qu'ils disent, hein. Et ils le font, ils sont sincères et tout. C'est pas du tout une critique sur. Mais à un moment donné, les lanceurs d'alerte c'est bien, mais il faut agir concrètement, quoi. Concrètement, le lobby c'est bien aussi, mais quand je vois tout ce qu'on peut sauver, tous les outils qu'on a déjà. Pour essayer de sauver, il faut s'engager et il faut... voilà, moi je me sens très seul quand même. Enfin, on se sent tous très seuls à Callawet. Il y a des choses, pourquoi c'est une petite asso comme Callawet qui doit faire du foncier, alors qu'il y en a certains qui brassent des millions et qui parlent d'environnement en plus. Donc c'est ça un peu la frustration. Donc ce moteur-là, c'est la frustration. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à prendre du recul et dire c'est énorme ce qu'on fait. Parce qu'on est dans un océan de palmiers à huile et de forêts qui disparaît, et de problématiques de pollution, de problématiques d'inondation. Donc c'est pour ça qu'on ne peut être qu'amis et que proche des populations locales, parce qu'on est dans le même bateau, mais on se sent tout petit quand même. C'est vrai que c'est cette histoire d'environnement, de réchauffement climatique, de l'huile de palme, comme tu l'as dit, tout ça. C'est vrai que c'est des choses qui font un peu peur. C'est vrai que moi, tu vois, j'ai 24 ans aujourd'hui et j'en ai déjà parlé au cœur du podcast, mais c'est vrai que moi, le monde qui nous entoure me fait un peu peur quelque part, tu vois. Moi, je suis dans ma campagne à l'heure actuelle. J'ai pas trop de problèmes avec ça parce que justement, je fais en sorte de pas trop regarder ce qui se passe autour de moi volontairement. Parce que sinon, c'est bête à dire, mais tu te prends toute la vérité en face. Et bon, les médias et ce que tu vois toi, c'est une chose. Parce que je trouve que les médias accentuent ce qu'ils disent, accentuent à travers la peur. Mais c'est vrai que toi, comme tu l'as dit avant, tu vois les choses en fait. T'as l'œil sur les choses, c'est pas à travers la télé, c'est la réalité en fait. Tu vois, tu vis le truc à 100%. Donc du coup, je peux comprendre quelque part ce que tu dis de ok, c'est bien ce que tu me dis, que c'est ce que tu fais et tout, c'est ouf et tout. Mais oui, ok, c'est vrai que toi, du coup, tu sais vraiment réellement ce qui se passe et tu connais les réels enjeux en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais à côté de ça, je sais encore une fois ce qu'on a sauvé à l'échelle du paysage. Par exemple, la forêt d'Oulan, qui est la forêt qu'on protège, qui fait maintenant plus de 2000 hectares directement gérés par Callawet. Et elle fait, 3000 hectares et on va encore l'agrandir de 500 hectares cette année. Les animaux qui sont à l'intérieur, que je suis, je sais les gens qui vivent dans cette forêt, sur le lac qui dépend de cette forêt, enfin voilà. Et ça n'existerait plus sans Callawet. Donc ça rebooste. Ça rebooste. C'est pour ça que même si j'ai vu le visage de Bornéo être défiguré en 27 ans, pardon, je pourrais être complètement déprimé. Je ne le suis pas, parce que l'espoir naît de l'action. C'est quand on agit qu'on fait naître de l'espoir. Si on est en France à rabâcher les mêmes choses parce qu'on est catalogué à parler d'environnement, comme les noms que je t'ai cités, on peut être que déprimé à un moment donné. Parce qu'on est dans
j'ai oublié le nom en français, mais Si tu... le discours, Ouais. voilà, Mais mais on n'est pas dans l'action. Voilà. Et même dans cette problématique immense qu'est la déforestation à Bornéo, moi en y étant tous les jours, en sauvant des choses, eh bien, ça laisse toujours la place à l'espoir. Et parce qu'encore une fois, je sais ce que j'ai sauvé, je sais ce que je suis capable de sauver, j'en ai maintenant les moyens. J'aurais jamais pensé qu'il y a quelques années qu'on aurait un hydravion, on va en avoir un deuxième cette année, pour pouvoir aller protéger des zones, même très, très éloignées des sites actuels. Enfin voilà quoi, c'est parce que je dis non à rien, en fait, je m'interdis rien. On a besoin de voler, ben on va voler. J'ai peur de rien, quoi. Il faut avoir peur de rien. Et c'est aussi un message que je donne à mes enfants, ça. Pas se mettre de limites. Pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, c'est quand même chouette, quoi. Bah, ça veut vraiment rien dire, ça, pour le coup. Hein. Mais c'est ça. C'est ça. la preuve en est, pour le coup. Mm. Et c'est une très bonne mentalité. Et je pense de toute façon que, entre guillemets, faut que tu l'aies si tu veux poursuivre dans ta quête de Callaway. Et de toute façon, si tu n'aurais pas eu ça, quelque part, je pense que tu n'aurais pas atteint le niveau que tu as aujourd'hui. De continuer de te battre, de continuer de prendre des hectares de forêt, de continuer de préserver les gibbons et les autres espèces, tu vois. Donc, en vrai, c'est vraiment admirable. Donc, c'est trop cool. Gentil. T'as ton rendez-vous à quelle heure ? Je me rendez-vous à 16h, il est 15h30. Ok, bah de toute façon, on va se terminer ça bien sagement. J'avais peut-être une toute petite question, par curiosité, parce que j'ai écouté ton podcast et dans un des premiers épisodes, t'es à la rencontre d'un orang-outan. De Maurice, ouais. Ouais. Il est toujours de ce monde, bien Maurice ? Sûr, super. Bien sûr. Ça vit combien de temps, un orang-outan ? Ça vit 35 ans, 40 ans à l'état sauvage. Hein. D'accord. Ça peut monter jusqu'à 50. Ok. Et, c'est un mastodonte, vraiment littéralement, et je me dis... un grand timide. Je me dis, c'est fou. Enfin, n'importe qui serait devant Maurice, du coup, je me dis, tu peux avoir peur, tu vois, parce que c'est quand même... la peur, c'est l'incompréhension, c'est parce qu'on ne connaît pas. Voilà, non mais je veux dire, à première vue, quand tu vois, tu sûr. dis, c'est l'aspect un peu d'un gorille, voilà, tu te dis, c'est 120 kilos de muscles. Voilà, c'est ça. Et je me dis, c'est fou de voir une vidéo de toi qui est à côté de lui, quoi. Mais qu'est-ce que tu ressens, toi, à l'issue de ça ? La sensation d'un privilège immense, quoi. Un privilège immense. Et c'est ce qui, aujourd'hui, me nourrit énormément. Je suis plusieurs individus comme ça. Alors, quand tu arrives à dépasser le stade de l'espèce, je ne suis pas les orang-outans, je suis Maurice. Et là, pour tout te dire, je suis en train de construire une cabane sur le territoire de Maurice pour y passer encore plus de temps. Trop bien. C'est un privilège immense de pouvoir entrer dans sa vie et d'être témoin de ce que lui vit. Un animal aussi emblématique que l'orang-outan, Maurice, qui a beaucoup de bouteilles, hein, il est âgé, hein, et il a vu plein de choses lui aussi. Il a vu la déforestation, il en a croisé des humains, et à un moment donné, d'avoir dans son regard et dans son attitude l'impression qu'il t'accepte, quoi. Ça, moi, la rencontre la plus forte avec lui, ça a été une fois où je marche dans la forêt. Donc, il faut savoir que j'habitue Maurice à ma présence, mais pas à la présence des humains. D'accord. C'est-à-dire que la manière dont je me comporte, ça va être, je vais me déplacer beaucoup à quatre pattes, je vais faire des vocalises bien particulières que lui connaît. Donc, quand je fais ces vocalises, même s'il ne me voit pas, il sait que c'est moi. Et pour qu'il me différencie de n'importe quel autre humain qu'il pourrait voir dans la forêt. Bref, je marche dans la forêt, je tombe par hasard sur Maurice. Donc là, je marche normalement Maurice pousse un son comme quoi il n'est pas confortable avec la situation. Il s'éloigne. Moi, je fais ma vocalise. Il s'arrête, il se rend compte que c'est moi. Moi, je m'assois au sol. Parce qu'il faut surtout perdre la bipédie. Hein, c'est ce qui caractérise l'humain. Donc, tu es toujours au sol. Il se retourne. Et puis là, je vois qu'il a une plaie sur l'un de ses disques faciales. Vous savez, les grands orang-outans, ils ont ces disques. Et puis, je le vois nerveux et tout. Et puis j'entends au sol quelque chose qui arrive. Là, je me rends compte, je comprends qu'il est en train de se faire attaquer par un autre grand mâle, donc de la même envergure que Maurice, parce que Maurice est âgé, donc les autres grands mâles ont la convoitise de lui prendre son territoire. Et là, je vois arriver au sol le grand mâle, et moi, j'ai pas pu m'empêcher de me lever, du coup, pour faire peur à l'autre grand mâle, et de foncer vers l'autre grand mâle, et je me suis retrouvé à 1,5 mètre de l'autre grand mâle qui s'est dressé, qui savait plus où il habitait, parce qu'il s'attendait absolument pas à voir un humain. Et donc ce grand mâle que je connaissais pas, a reculé, a monté dans l'arbre pour prendre la sécurité des hauteurs,
Et j'ai Maurice qui est allé derrière moi. Et on est resté pendant bien 1 heure avec Maurice qui restait toujours derrière moi. C'est vrai. Mais alors, il y a de la distance. Oui, oui, oui. L'autre mâle était monté dans l'arbre. Ouais. Et Maurice était à 10 mètres, mais toujours derrière moi. Ce qu'il avait compris, parce que j'étais extrêmement bruyant. J'avais repris ma posture d'humain. Je criais comme un malade, tu vois. Et Maurice a compris à ce moment-là que j'étais de son côté, quoi. Et ça, tu peux pas le vivre si tu es à 2 dans la forêt. Tu peux vivre que si tu es tout seul avec les animaux. Et c'est juste extraordinaire, quoi. Le fait de dire merde, il a compris. Ouais. Il a compris, quoi. Et donc voilà, je lui ai filé un petit coup de pouce à ce moment-là. Et ouais, c'est top. Maurice, il va plus se faire emmerder maintenant. Ouais, par lui, en tout cas, par ce mal-là, je pense qu'il va se prendre à 2 fois. Est-ce qu'il y a un humain avec lui ou pas? Exactement, ouais. Et c'est pour ces moments-là, moi, je vivais exactement les mêmes moments avec les et les sangliers dans le sud de la France quand ils avaient leur marcassin. La même chose. Pour moi, c'est le même type d'émotion. Et voilà, donc oui, Maurice est toujours est là. Et c'est ce qui moi, c'est tout le plaisir que j'ai à passer régulièrement quelques jours dans la forêt pour ce genre de moment, quoi. C'est vraiment pas commun. Mais non, c'est pas non, commun. mais Il y a beaucoup moins d'orang-outans ici. Ouais, c'est clair. Je pense que dans Paris, on va pas avoir ce problème-là. Bon, écoute, je te propose qu'on finisse là-dessus. Ça marche. En vrai, en réalité, j'aurais aimé pousser le curseur un peu plus loin, mais on ne sait pas, à l'occasion, peut-être que à nouveau pour un déplacement ou quoi, ça peut peut-être se faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a pris déjà beaucoup de choses de toi, de ton histoire, d'une partie de ce qu'il a vécu, parce que c'est vraiment très minime par rapport à tout ce que toi, tu as vécu réellement, mais déjà, tu as pu nous retransmettre beaucoup d'émotions et merci pour ça. Beaucoup de choses que tu nous as apprises aussi. Et j'espère que celles et ceux qui ont regardé et écouté, vous serez un minimum sensibilisés aussi par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit en Indonésie, mais aussi à l'échelle globale, la déforestation, les inondations, comme tu as dit, tout ça. Privilégier tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est Blablacar, tout ce qui est covoit, tout ça. Bon, je sais que c'est des choses qu'on nous dit très souvent, mais c'est toujours ça de plus et de prix par rapport à la situation. Et puis voilà, un grand merci encore. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de fin? Non, parfait. Merci à toi pour m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis merci à toi d'avoir accepté du coup. Et puis écoutez les amis, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un petit monologue comme d'habitude. Bisous tout le monde et à la prochaine.